Donc l'idée de ce premier cycle de conférence, c'est de, par M. Poignard, vous présenter le SMD et pourquoi le SMD. Madame Collinet vous parlera du métaverse et M. Lachan du juriste au monde. Je dois annoncer officiellement ce soir, puisque c'est la première conférence, que le SMD a passé un accord de partenariat avec une structure qui s'appelle CF Juridique, dont monsieur est le directeur général. Pour ceux qui ne le savent pas encore, CF Juridique est une des structures qui prépare aux licences et aux maîtrises de droit, L1, L2, L3, première année de maîtrise de droit. Nous avons eu l'idée, M. Lachan et moi, que ce partenariat ne pourrait être que bénéfique pour l'ensemble de nos étudiants, parce que cela permet d'avoir une ouverture globale du monde du droit, même si nous, à l'ESMD, on va axer ces études de droit sur le monde de l'entreprise, sur vos capacités à vous, futurs étudiants, à donner à l'entreprise les moyens de réagir au plus vite à toutes ces législations qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus ouvertes au monde de la protection des données. Et j'imagine que par votre présence ce soir, que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi nous avons tous, en tant qu'étudiants et étudiants en droit, besoin de connaître et d'être opérationnels dans ce type de formation. Alors, je ne vais pas être trop long, puisque il y a deux autres conférences qui suivent après la présentation du président. Je voulais juste vous dire que pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui n'ont pas eu toutes les informations, à la fin des conférences, Madame Nassera Jabour se tient à votre disposition et pourra répondre à vos questions et éventuellement vous donner d'autres indications. Pour conclure, je citerai que le SMD, c'est aussi un comité pédagogique avec des personnalités de haute renommée. Dans ce comité pédagogique, il y a bien évidemment le président et le président Jacques Sofelsa. Il y a également le doyen et honoraire de la faculté de Liège, qui est M. Simon Peterman. Il y a également Mme Catherine Manet, qui est membre honoraire du Conseil économique et social et environnemental, qui sont les nouveaux membres. Il s'appelle Patricia, mais c'est pas grave. Patricia Manet. Oh, excusez-moi. Désolé. Catherine Manet, c'est la présidente du groupe de confiture. Ah, ben. Madame Patricia Manet, qui est donc membre honoraire du Conseil économique et social et environnemental. Et il y a également dans ce comité M. Éric Desrousseaux, qui est le directeur général, enfin directeur des études de l'ESMD, M. Benoît Lachan, directeur général de l'ESMD. Et Mme Médina, qui a une maîtrise de droit de Paris 2 Assas, qui est en charge avec les maîtrises des étudiants de l'ESMD, des relations entre les étudiants de l'ESMD et bien évidemment le corps professionnel. Je vous remercie pour cette attention. Je passe la parole à notre doyen, le professeur, président Jacques Sofelsa. Merci. Bon, vous avez un peu tout dit, je n'ai plus grand-chose à dire. Je vais quand même ajouter deux ou trois petites choses. D'abord, bonjour, ou plutôt bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, madame la membre du comité pédagogique, monsieur le directeur des études. En introduction, je voudrais simplement dire, je ne suis pas du tout objectif. Ceci étant, je me souviens de Jean Jaurès qui disait en matière d'objectivité, on ne dit pas ce que l'on sait, on dit ce que l'on est. Pas objectif du tout en essayant de vous présenter de manière très positive et pour cause l'École supérieure des métiers du droit. Je suis ravi personnellement d'être devant vous, au moins pour trois bonnes raisons. J'ai coutume de dire que j'ai vérifié, l'anecdote est vraie. Trois bonnes raisons, une devrait suffire. Car l'un de mes compatriotes du Sud-Ouest, en accent avec une fatigue l'un de mes compatriotes, le bon roi Henri IV, avait gagné le siège de Rocroi en 1602, si ma mémoire est bonne. Et les échevins de la ville de Rocroi sont venus à sa rencontre et se sont excusés de ne pas avoir fait tirer le canon à son honneur pour 21 raisons. J'ai vérifié l'anecdote. Et dans sa grande mansuétude, le bon roi Henri IV, mon compatriote, leur a dit qu'une suffisait. Donc je pense que je pourrais me cantonner à une raison. J'en évoquerai quand même trois. Brièvement, j'ai promis d'être rapide, puisque M. Benoît Lachan et Mme Collinet qui va nous rejoindre sous peu. Et c'est normal, comme c'est la seule femme de l'auditoire, c'est normal qu'elle soit légèrement moins en avance que nous.
ferme la parenthèse, trois bonnes raisons. Une raison personnelle, une raison conjoncturelle et une raison structurelle. La raison personnelle, c'est effectivement que depuis quelques années, d'abord je connais les deux pionniers de l'ESMD depuis longtemps. Le directeur fondateur, n'écoutez pas, M. Fellous, qui est un pionnier dans le domaine de la pédagogie depuis de longues années. Il a bientôt fêté son anniversaire, j'en resterai là pour l'instant. Et notamment le pionnier créateur de Math Assistance, comment ça s'appelle, le CAPUL, Centre d'application pédagogique universitaire, etc., etc. Associé à mon ami Laurent Lachambre, qui est le grand maître en matière de numérique, le grand maître en... Il en fera la démonstration tout à l'heure. Bref, quand ce couple infernal est venu me voir pour me dire voilà le projet de l'ESMD, j'ai dit oui tout de suite. Ce qui peut paraître paradoxal, dans la mesure où effectivement, pendant 9 ans, j'ai présidé aux destinées de l'Université de Paris 1 en Sorbonne. Je vois comment le dire, une fac de droit tout à fait remarquable, meilleure sans doute que celle que vous avez fréquentée, cher ami. Paris, Panthéon, Assas, c'est ça, ferme la parenthèse. C'est une route à l'intérieur. Paris 1, Panthéon Sorbonne, et ils ont une petite trentaine d'années d'enseignement universitaire. Donc ça peut paraître un petit peu étonnant, ma présence ici, puisque c'est l'ESMD est un établissement, une institution supérieure, universitaire, mais privée. Et c'est la seconde raison de ma présence ici pour expliquer ce paradoxe, à savoir que le doyen de l'ESMD est un universitaire, héritier d'une grande université classique. Or, je ne vous apprends rien, je suppose, depuis de longues années, il y a incontestablement une compétition entre les universités classiques, dont Paris 1, Paris 2, Strasbourg, je pense que vous êtes là, Strasbourg, ce directeur, etc., et les établissements dits privés. Or, je ne suis pas là pour critiquer, mais une foule d'établissements privés, alors pour être tout à fait neutre, objectif, je ne citerai pas des établissements privés en matière de droit et de sciences juridiques. Je citerai par exemple une foultitude d'écoles de commerce et de gestion qui font concurrence aux universités avec ou sans avoir de diplôme. Je ferme la parenthèse. Et effectivement, on peut évoquer le fait que l'ESMD pourrait s'afficher comme un de ces établissements concurrents des universités classiques. Précisément, c'est, je crois pouvoir le dire, objectivement, bonjour monsieur, pardonnez-moi d'arriver légèrement avant. C'est Michael. C'est ça. Bien. Bienvenue. Merci. Voilà. Quand on évoque les raisons conjoncturelles, c'est à savoir que j'insiste lourdement sur cette prise de capital, et M. Lachambre et Mme Collinet vont dans sa démonstration, le SMD s'affiche dès le départ comme complémentaire et non pas concurrente de l'université classique. À preuve d'ailleurs, certains partenariats que l'on pourra peut-être éventuellement évoquer ultérieurement. L'université, complémentarité et non pas concurrence, dans la mesure où le droit à la faculté, les facultés sont excellentes en général, l'enseignement du droit classique est remarquable, mais tous les étudiants, toutes les études de droit, j'en bafouille, ne mènent pas forcément, a priori, aux métiers, aux fonctions certes tout à fait remarquables, de magistrat, d'avocat, de notaire, etc., etc. Ça me permet de rappeler quand même que l'ESMD, 3 types d'étudiants, on a fait l'observation et l'analyse au cours de cette première année, nous avons 3 types d'étudiants susceptibles d'être à l'ESMD, c'est le cas déjà, ou d'entrer à l'ESMD. Un, des étudiants brillants qui sortent du bac et qui ont envie, d'entrée de jeu, pour le contexte, de faire des études qui soient associées à de la pré-professionnalisation. Alors, le moins qu'on puisse dire, on reviendra avec notre ami de Lachambre, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'université, y compris la mienne, Paris 1, on n'est pas très bon en pré-professionnalisation. Ce n'est pas tout à fait le job fondamental des universités classiques. Autant très excellent en théorie, en enseignement de droit. Bon. Donc il y a cet aspect de préfération qui fait qu'un certain nombre d'étudiants sortant du bac, brillants, préfèrent d'entrée de jeu essayer de trouver une institution qui effectivement joue le jeu à la fois des enseignements de haut niveau, mais également de la pré-professionnalisation et de l'alternance. Premier type d'étudiants, potentiellement. Deuxième type d'étudiants, ceux qui, alors là c'est un peu plus élevé, en leur sortie de L3, ici on parle de bachelor, peuvent éventuellement être intéressés par un master qui est un master très précis, qui n'est pas enseigné dans l'université. Et nous avons la chance de nouveau, je crois, pour Mme Collinet, décrira les 2 masters que nous avons affichés depuis quelques mois et qui sont effectivement tout à fait intéressants au plan des objectifs
compte tenu des besoins de la société des étudiants. Puis enfin, il faut quand même le dire, on a aussi la possibilité de recevoir des étudiants qui sont, que j'appelle les grands déçus du droit, c'est-à-dire ceux qui entrent à l'université, s'imaginent, ont une imagination un peu particulière sur le droit, et sont déçus au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. Ce n'est pas du tout par hasard que, c'est pas vrai qu'à Paris, c'est vrai dans toutes les universités de France, le taux d'abandon au bout d'un semestre ou deux, je passe sur le contrôle, en droit, en première année de droit, est beaucoup plus élevé pour cause que le taux d'abandon en sciences, en médecine, en géographie, en histoire, et pour cause. C'est le collégien et le lycéen n'ont jamais fait de droit. Donc, bref, il y a ces trois types de publics qui sont susceptibles d'être intéressés par le SMD. J'évoquais la deuxième raison, une raison conjoncturelle, puis nous avons effectivement une raison structurelle. Monsieur le directeur a dit à faire vision, nous sommes en 2022, il y a tous les temps changés, vous savez mieux que quiconque, et il y a toute une série de demandes ou des besoins dans des domaines ou ignorés, ou généralement beaucoup plus relativement minorés, qui sont effectivement les nouveaux métiers du droit. Ces nouveaux métiers du droit, je n'en parle pas dans la mesure où l'orateur suivant l'évoquera, mais j'ai retrouvé quand même une petite statistique sous les yeux. Les nouveaux métiers du droit, un marché du travail en pleine expansion, c'est pas nous qui disons, c'est une publication officielle, 96,7% de taux d'emploi en 2020-2021, pour les temps qui courent, c'est assez révélateur, plus 16% d'offres d'emploi au cours des trimestres, et enfin, trois profils les plus recherchés, et on y reviendra également tout à l'heure, juriste NTIC, juriste compliance, et juriste droit des comptes. Je ferme la parenthèse sur ce sujet, ça me permet tout simplement de dire, parce que j'étais relativement long, j'avais promis d'être très court, c'est que à l'ESMD, là, c'est là que c'est de nouveau pas très objectif, il y a un certain nombre d'atouts incontestables, comparés, on pas des écoles de commerce et des écoles de gestion, comparés aux universités. Ces atouts, vous les retrouvez dans la brochure, qui est publiée, ou dans à savoir, essentiellement, j'en ai relevé 5. 5 atouts. Un, le fait que les prestataires, au bon sens du terme, sont à la fois des universitaires de haut niveau, c'est bon, je parle. Ça permet quand même de vous rappeler, pour vous apprendre qu'au cours de l'année, il y aura des conférences du doyen. Des conférences de culture générale. Par exemple, le mois prochain, Jacques Sopelsa, c'est un peu comme Alain Delon de temps en temps, c'est moi. Oui, après sa région. Jacques Sopelsa fera une conférence sur géopolitique, sur le monde à l'heure actuelle, le retour des empires. Donc, je ne suis pas là pour parler de Poutine, non, fermons la parenthèse. Le patron de la Maison de l'Europe en novembre, c'est cela, nous avons programmé, il viendra parler, ici le patron de l'Europe, où va l'Europe? J'ai déjà la réponse, vous ne l'attendrez pas. Alain Bauer, vous connaissez sans doute, etc., etc. Donc, chaque mois, il y aura une intervention sur ce sujet. Bon, donc, des universitaires et des professionnels. Des professionnels, il faut que ce mariage entre universitaires, j'ai vérifié, Paris 1, Paris 2, je ne sais pas. Paris 1, on a fait un gros effort en matière de professionnels, il est très insuffisant encore. 22% des prestations sont des prestations extérieures de professionnels, de chefs d'entreprise. C'est manifestement tout à fait révélateur. Certes, les universitaires sont de haut rang, ils sont brillants, mais cela. Deuxième atout, je ne peux plus me lire, une formation en initiale ou en alternance. N'insistez pas, vous développez. C'est vrai que nous sommes en 2022 et que la nouvelle génération est très sensible, très intéressée par ces possibilités d'intégration en alternance. Troisième atout, le suivi personnalisé des étudiants. Bon, autant vous dire, est-ce que vous êtes testé? Je vais parler de Paris 1. Le suivi personnalisé, individualisé des étudiants à la fac, ça reste le relatif. On puisse se dire, non, pas au niveau des doctorants. Pour la vocation, depuis mon âge avancé, j'ai encore 17 ou 18 doctorants, je les suis. Mais le suivi des étudiants de première à deuxième année, passons. Quatrième atout, comment peux-je dire, les certifications, c'est la fameuse certification CASOPI. Et enfin, in fine, les classes en petits effectifs, et ça c'est un atout tout à fait remarquable quand on compare avec les années. Je vous fais une confidence. Il y a quelques années, j'enseignais devant des amphis, c'est toujours pendant une vingtaine d'années, des amphis de 150 à 200 étudiants. Je peux vous dire que ces braves étudiants, je ne les connaissais pas personnellement.
On m'a appris récemment, dans mes assistants, que parmi ces étudiants, l'un d'entre eux a eu une très brillante carrière. Il se souvient bien de moi. Moi, je ne me souviens pas de lui. Sauf qu'on a un petit détail. On avait mis la puce à l'oreille, d'après cet assistant. Ça, ce que l'on croyait sa maman, et qui en fait est devenue sa femme, venait le chercher à la sortie du cours. Ce garçon est devenu président de la République. Je ferme la parenthèse. Donc, j'ai mis effectivement Emmanuel Macron comme élève. Et donc, ces 5 atouts me paraissent tout à fait évidents, y compris dans la mesure où tout c'est joliment décontrôlé dans le comité pédagogique que vous avez décrit, en première personne, en féminisation, internalisation, Madame Manet, Madame Medina, Madame Collinet, qui va arriver, j'espère, le doyen Peterman, peut-être on pourra me changer de convaincre le numéro 2, l'ancien numéro 2 de l'ONU, le CHL Foga, le parti citoyen, etc., etc. Bref, tout ceci pour vous dire, j'ai parlé pendant 3 minutes, ça, comme je l'ai dit, 4 minutes 30, bon, je veux faire une confidence. Quand j'étais jeune, j'ai fait mes études dans un petit pays coincé entre le Canada et le Mexique. Et du côté d'Atlanta, Georgia. J'ai eu l'occasion de rencontrer le gouverneur de l'époque qui est devenu président et qui est devenu mon ami. Et ce garçon, son nom vous laissera indifférent quand vous n'appartenez pas à ces générations, mais ce garçon, qui est toujours vivant d'ailleurs, fut donc le président des États-Unis. Il avait écrit un bouquin, dans le titre qui semble, je vous le propose comme slogan à l'USMD, Why you're the best, Jimmy Carter. Je vous remercie de votre attention. Bon, en attendant que Mme Collinet arrive, mais quand on est data global officer de chez LVMH, il y a toujours des impondérables dans le timing. Monsieur Lachan va donc commence la conférence sur le juriste augmenté. Et merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Doyen. Si je suis assis ici, est-ce qu'on me voit? Oui, non, c'est parfait, tout a été prévu pour ça. Et les étudiantes et étudiants de l'ESMD ont beaucoup de chance d'avoir un doyen de la qualité de Monsieur le Président Jacques Soppelza. Avec tout le respect, j'attendais ça, mais ça à la sortie, cher Président. Voilà. La parole est à Monsieur Benoît Lachambre, qui a une double casquette ce soir. Il est directeur général de l'ESMD. Comme le doyen vous l'a dit, nous avons monté le projet ESMD ensemble. Et il a en plus l'avantage par rapport à ma faible personne, c'est qu'il connaît très bien les nouvelles technologies. Et donc il va pouvoir parler du juriste augmenté. La parole à Monsieur Benoît Lachambre, directeur général de l'ESMD. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors effectivement, on vous a parlé de juriste augmenté. Tout à l'heure, le président Soppelza, on vous a parlé des métiers qui aujourd'hui recrutent le plus dans le monde du droit, de la cité du droit, le juriste TIC, le juriste compliance et le juriste des contrats. Il se trouve que ce juriste augmenté, je vais vous présenter un peu plus en détail, fait justement la compilation du premier, c'est-à-dire du juriste MTIC et du juriste contrat. La compliance, Julia Collinet vous en parlera tout à l'heure, puisque c'est notre deuxième master et c'est effectivement sa spécialité. Alors, juriste augmenté, comme ça, c'est un peu bizarre, c'est un mot qui semble un petit peu artificiel, et en fait, c'est pas un mot, je dirais, pour faire le buzz, c'est pas un mot de journaliste, c'est vraiment un nom que les professionnels ont trouvé d'eux-mêmes et ont développé eux-mêmes. La première fois que ce mot apparaît, que la notion d'augmenter apparaît dans un contexte juridique, c'est l'ancien bâtonnier de Paris, Christian Ferrachul, qui, dans une présentation du bâton, dit voilà, il faut que les avocats deviennent demain des avocats augmentés. Et cette vision de l'avocat augmenté va de pair avec la notion de juriste augmenté, puisque en 2017 toujours, de nombreux professionnels, ça vient toujours, et c'est là dans les tendances, c'est intéressant de regarder les tendances quand elles viennent des professionnels et non pas des médias, c'est bien les professionnels eux-mêmes qui vont commencer à parler de juriste augmenté. Septembre 2017, un premier article où on parle de augmenté qu'on va mettre même entre guillemets, parce qu'on n'est pas encore très sûr, et on voit bien que c'est presque une réflexion, une évolution du métier, et petit à petit, le site d'AXA va en parler, là on est en 2017 toujours, où là directement on retire
les guillemets, parce qu'effectivement, on voit bien que c'est une tendance qui est en train d'arriver. Après les éditions Francis Lefebvre, là on est toujours en 2017, vous voyez, c'est une notion qui est déjà entre guillemets un petit peu ancienne. Puis on a l'EDEC. Alors l'EDEC c'est intéressant parce que c'est une école de commerce, mais c'est aussi une école de commerce de très haut niveau qui forme les décideurs de demain. Donc, le fait que les décideurs, c'est-à-dire les chefs d'entreprise de demain, se disent ah, il va falloir des juristes augmentés dans les entreprises, c'est extrêmement bon signe finalement pour le développement de ces métiers. Et c'est intéressant qu'ils prennent conscience très tôt de ce besoin-là. Donc l'EDEC, dès 2018, évoque cette problématique-là. Et puis, affiche parisienne, voilà, au Grenelle du droit en 2018, si ma mémoire est bonne, c'est un des sujets majeurs du Grenelle du droit, c'est d'évoquer d'une part la Legal Tech et d'autre part ce juriste augmenté. Et puis on va le retrouver dans des médias finalement de plus en plus grand public, avec le monde du droit, qui en 2020 parle déjà des éléments clés et des compétences clés que doit avoir le juriste augmenté. Puis voilà, vraiment très grand public, on passe sur ZDNet, sur cette réflexion-là en 2020. Et puis ça continue, c'est pas non plus un épiphénomène qui a disparu avec le temps, puisque vous avez Forbes en 2021 qui va en parler aussi, et qui va dire qu'en fait, outre le juriste augmenté, avec l'évolution des technologies, avec l'évolution notamment de l'intelligence artificielle, ce juriste augmenté a une part extrêmement importante dans le futur. Et puis, voilà, ça c'est vraiment ce qu'on va trouver. Il y en a plein d'autres, des articles, j'aurais pu en mettre des dizaines, mais la question reste quand même, c'est quoi ce juriste augmenté? Parce qu'en 2017, quand la notion arrive, c'est pas très bien défini, hein. C'est pour ça aussi qu'on met des guillemets au début. On voit bien qu'il y a un lien entre le numérique, le droit, mais est-ce que c'est un juriste NTIC, comme on l'a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un codeur? C'est un peu bizarre. Donc on a au début, c'est une notion un peu globale qui va s'affiner avec le temps, et aujourd'hui je trouve que la meilleure définition que j'ai pu trouver, c'est sur l'AGFI, qui est un média professionnel, qui dit voilà, la digitalisation, parce que vous avez aussi le contexte de pourquoi l'arrivée de ce métier-là, la digitalisation et les nouvelles réglementations vont émerger un nouveau profil de juriste, doté aussi bien de compétences techniques et informatiques que de soft et de business skills. Et on va rentrer justement dans ce détail-là. Ce qui est important dans cette définition, et ce qu'il ne faut pas oublier dans cette définition, c'est que c'est avant tout un ou une juriste. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui a fait une école de commerce et qui va se rajouter une petite dorure, un petit vernis au-dessus pour devenir ce juriste augmenté. C'est vraiment un juriste. Donc un juriste, ça veut dire qu'il doit avoir la bonne connaissance du droit en la matière, du fonctionnement du droit, avoir une méthode de travail spécifique et aussi avoir une méthode de réflexion qui est spécifique. Pour bien connaître les écoles de commerce aussi en même temps que les écoles de droit, la réflexion que l'on construit, la méthode de travail que l'on construit est très différente en école de commerce et en école de droit. C'est pour ça qu'il est important, si vous voulez un juriste augmenté demain, c'est de faire une école de juriste, enfin une école de droit. Il faut apprendre le droit avant tout. Donc voilà, ne pas oublier ça, parce que comme on va parler de plein d'autres compétences autour de ce juriste augmenté, ne pas oublier qu'avant tout, un juriste augmenté, c'est un juriste. Ensuite, on l'a vu dans la définition, ça parle de soft skills. Alors, soft skills, c'est un mot très à la mode, on parle aussi de compétences comportementales. C'est, je dirais, les compétences qui peuvent sembler basiques, qui peuvent sembler du bon sens, et ça ne l'est pas toujours. Alors, c'est assez large, hein, les soft skills, on ne peut pas toutes les lister, mais on va avoir, par exemple, savoir écouter, savoir observer, gérer son stress, notamment dans le monde de l'entreprise, faire preuve d'empathie, créer de la confiance autour de soi. Vous gérez une équipe, vous gérez un projet, il faut pouvoir générer cette confiance autour de soi. Voilà, c'est un nombre de compétences qui, d'une part, ne s'apprennent pas vraiment à l'école, mais d'un autre côté, peuvent se fortifier à l'école, parce que déjà, on peut vous mettre un peu le doigt dessus en disant, attends, ça c'est une compétence clé, ça c'est important. Et puis ça se travaille, ça peut se travailler dans les stages, ça peut se travailler en alternance, ça peut se travailler aussi à l'école, même dans les cours. On va travailler aussi les soft skills, donc c'est une part importante. Mais si vous prenez un juriste avec de bonnes soft skills, ça ne vous fait toujours pas un juriste augmenté. Ça vous fait un bon juriste, ça vous fait quelqu'un qui, dans l'entreprise, va bien fonctionner, et vous n'avez toujours pas votre juriste augmenté. Donc on l'a vu dans la définition, en plus des soft skills, il fallait rajouter des business skills.
Alors, business skills, compétences d'entreprise, là, c'est vraiment les compétences clés dans l'entreprise. Notamment, comprendre l'entreprise. Vous arrivez en tant que juriste d'entreprise dans une structure sur laquelle on ne vous a pas toujours bien préparé parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux business qui sont importants. Donc, il faut comprendre l'entreprise, il faut comprendre les métiers de l'entreprise. Parce que quand vous êtes arrivé dans une entreprise, vous avez bien assez vite compris que l'entreprise devait devenir rentable. Mais par contre, quel est exactement le rôle du service marketing, du service com, du service facturation, du service cela, etc. Donc il y a un certain nombre de métiers selon la structure dans laquelle vous êtes. Il y a un certain nombre de métiers qu'il faut comprendre et comprendre les interactions entre les différents métiers. Dans les différentes compétences, on est généralement un peu à la limite entre business skills. On est un peu généralement entre business skills et soft skills. Il va y avoir notamment la gestion d'équipe, la gestion de projets aussi, qui sont importants. Vous n'arrivez pas dans une entreprise en disant on va mettre en place le RGPD sans connaître l'entreprise, sans connaître ses métiers et sans voir comment dans l'entreprise vous allez pouvoir développer ces éléments-là. Mais finalement, ça ne suffit pas. Si jamais vous êtes un bon juriste qui avait à la fois des soft skills et des business skills, vous faites un très bon juriste d'entreprise, vous n'êtes toujours pas un juriste augmenté. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter une dimension numérique. Alors, on parle de digital skills, on parle aussi de compétences numériques. Il y a un socle de base. J'ai envie de dire, le socle de base ne va pas suffire non plus. Le socle de base, pour moi, c'est bien maîtriser Office, c'est savoir faire une recherche sur Google. Alors quand je dis ça, ça paraît bizarre, mais bien maîtriser les mots-clés, bien maîtriser les opérateurs booléens. Alors, généralement, quand on dit ça, les gens regardent un peu bizarrement. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, une candidate sur un master où je lui dis justement, je parlais un petit peu de ça, je lui dis, les opérateurs booléens, je vois bien qu'elle est un peu bizarre. Je lui dis, par exemple, quand vous faites une recherche, si vous mettez une phrase entre guillemets, Google ne vous sortira que les textes avec exactement cette phrase-là. Elle dit un peu livide, et en fait, elle dit, mais c'était une candidate pour un master, elle dit, mais si j'avais connu ça dans la formation en licence, j'aurais gagné un temps délirant. Et effectivement, vous avez, quand vous faites des recherches sur le net, vous avez, si vous voulez, vous avez des plus, des moins, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour affiner votre recherche et gagner un temps absolument faramineux. Ça, pour moi, c'est vraiment des connaissances et des compétences de base, tout comme utiliser le CRM d'une société, tout comme utiliser différents logiciels qu'on va pouvoir retrouver dans une société, c'est un peu les compétences de base. À ça, va s'ajouter d'autres compétences, notamment autour des legal tech. On fera un petit point sur les legal tech, et ces compétences, elles peuvent aller très loin dans la partie numérique, jusqu'à aller sur ce qu'on appelle le juriste codeur. Aujourd'hui, il y a des formations de juristes codeurs. D'ailleurs, nos étudiants en master ont la possibilité de passer ces certifications de juristes codeurs, notamment avec la FNOR, qui sont des juristes qui vont pouvoir rentrer dans le code informatique, pas des experts, ça ne fera pas des développeurs, juristes codeurs, ce ne sont pas des juristes développeurs, c'est d'avoir quelques bases de développement et de pouvoir rentrer dans cet univers des legal tech. Je fais une petite parenthèse sur les legal tech, qu'est-ce que c'est? Parce que sur des termes qui ne sont pas forcément très connus, c'est vraiment l'alliance du droit et de la technologie. Ça peut paraître étrange, on peut avoir l'impression que ce sont deux mondes qui n'ont rien à faire ensemble. L'informatique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent soit je vais faire en termes d'études, soit je vais faire du droit, soit je vais faire de l'informatique. Ce sont des mondes qui sont assez séparés. Et pourtant, la logique qui sous-tend les deux est assez proche. Je vous donne un exemple. Quand vous rédigez un contrat, forcément, une clause va rendre impossible le fait de mettre une autre clause, parce qu'elle serait contradictoire. Et ça, en informatique, ça existe, c'est si cette clause-là est là, alors cette clause-là ne peut pas être mise. En informatique, c'est vraiment le b.a.-ba de la réflexion des algorithmes en informatique. Et finalement, d'avoir fait discuter entre eux à la fois des informaticiens et des juristes, on s'est rendu compte de cette proximité de logique entre les deux. Par contre, demain, les juristes ne vont pas devenir des informaticiens. Donc il faut des outils qui vont permettre aux juristes d'utiliser les outils informatiques au mieux sans avoir eux-mêmes à devenir des codeurs.
Et c'est là où les legal tech apparaissent. Donc les legal tech, les sociétés legal tech, en France, pour vous donner une idée, le marché cette année est environ à 100 millions d'euros, en pleine expansion, puisqu'il y a 2 ans, il était à 57 millions. Donc on est vraiment sur un marché en pleine expansion. On parle de 36 milliards en 2026 estimés au niveau mondial. On est vraiment sur la grosse explosion en termes de techno. Il y a quelques années, c'est ce qu'on appelait les fintech, donc la technologie liée à la finance. Aujourd'hui, c'est vraiment la legal tech qui a le vent en poupe. Et donc la legal tech, ça sert à quoi? Ça peut servir à plein de choses. Donc quelques exemples que j'ai en tête, c'est ce que je vous disais sur les contrats, le fait de mettre, si vous mettez telle clause là, vous ne pouvez pas mettre telle autre parce qu'elle va se contredire. Et de la même manière, quand vous avez rédigé un contrat et que vous avez négocié avec votre partenaire le contrat, si vous changez un endroit dans une clause, il va peut-être y avoir des répercussions dans plein d'autres clauses. Et en fait, les outils de gestion de contrat, le contract management, vont permettre de dire attention, vous avez changé ça à tel endroit, la répercussion, elle est à tel et tel endroit. Le gain de temps, il est monumental. Et surtout, ça supprime une grande partie d'erreurs ou d'incompréhension entre les parties. Autre exemple, le suivi des contrats. Ça va vous paraître assez fou, mais dans beaucoup d'entreprises, dans les petites entreprises, un contrat, c'est simplement 2-3 feuilles qui sont dans un placard, et ce contrat génère des effets. Que ce soit un contrat de travail qui va générer le fait d'avoir un employé, de pouvoir le rémunérer, le fait qu'il travaille, etc. Pardon. Mais ça peut être plein d'autres types de contrats. Et souvent, les contrats dans les entreprises sont mis en œuvre parce qu'il y a quelqu'un qui se souvient que ce contrat existe. Et vous pouvez avoir des contrats qui vont avoir des effets à long terme. Par exemple, vous signez un contrat et le paiement ne doit intervenir que dans 6 mois. Si la personne qui a rédigé le contrat n'est plus là, elle est en congé, elle est malade, ou elle est partie, c'est quelqu'un qui remplace, il faut que la personne qui a remplacé ait trouvé le contrat physique, les feuilles de papier, se soit rendu compte qu'il y avait effectivement une échéance qui arrivait et le mettre en œuvre. Mais sinon, vous n'avez pas de traces. Alors, on va dire, OK, avec la numérisation, effectivement, ça évite de perdre trop ces documents-là. Par contre, de savoir que dans 6 mois, il y a une échéance financière, par exemple, ce n'est pas votre PDF qui va vous le dire. Donc aujourd'hui, les outils de contract management vont permettre de suivre les contrats. De dire, voilà tous les contrats que vous avez signés, voilà les effets qu'il va y avoir à certains moments. Par exemple, en termes de budget, ça va vous permettre de dire, le mois prochain, vous avez tant de dépenses, le mois d'après, vous avez tant de dépenses, parce que l'ensemble des contrats que vous avez génère telle et telle dépense. Donc ce suivi des contrats, ça paraît anecdotique. En pratique, dans les entreprises, c'est vraiment révolutionnaire. Autre chose, c'est la veille juridique. Le temps passé à se renseigner sur une évolution de loi, sur d'être au courant dès qu'il y a des nouveaux rendus pour de cassation ou autre, ces éléments-là, soit vous allez les chercher à la main, soit vous allez avoir des livres à l'ancienne, soit même vous allez avoir les versions électroniques où il va falloir aller chercher, mais vous pouvez aussi coder votre outil, de dire voilà, vous êtes spécialisé dans tel droit, dans telle branche dans l'entreprise, vous allez coder votre petit outil de veille, et c'est l'outil qui va vous dire tiens, il y a une nouvelle info qui va t'intéresser. Donc ça, voilà, ce genre de choses, c'est des éléments qu'on peut mettre en place dans les legal tech. Après, il y en a d'autres. Analyse multifactorielle, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on analyse le risque dans une situation, on prend quelques données, mais le fait qu'on sous-traite une partie d'aide à la décision à l'informatique va nous permettre de prendre en compte beaucoup plus de données. Donc, on aura des décisions plus pertinentes qui seront faites. On peut même aller, ça c'est dans les choses qu'on lit sur le sujet, vous pouvez aussi aller dans l'analyse prédictive de jugement. C'est de dire, dans cette situation-là, quand on regarde les décisions de X juge, dans 80% des cas, le juge décide ça, dans 20% des cas, le juge décide ça. Donc votre risque, on sait qu'il y a un risque et maintenant on peut à peu près le quantifier. Donc ça c'est vraiment des évolutions et des évolutions aussi de mentalité. Ce n'est pas que les évolutions techniques, il faut avoir en tête que ce ne sont que des outils qui vont permettre d'aborder le métier au fond. À quoi ça sert? C'est des exemples que je vous donnais, mais surtout d'être dans un environnement où vous allez automatiser les tâches qui ont une faible valeur ajoutée, parce que franchement, passer des heures et des heures à rechercher une info dans un livre comme ça, c'est pas évident.
d'aller compulser un certain nombre de documents que vous allez trouver sur Internet, qui vont prendre un temps fou, c'est une perte de temps. Alors, je sais qu'il y a des cabinets d'avocats qui ont structuré leurs revenus de cette manière-là, en confiant à des stagiaires le fait de passer un temps infini qui sera refacturé aux clients. Et ça, c'est le modèle économique de pas mal d'avocats, ce qui fait que d'ailleurs l'usage de ces outils est un peu freiné parce que là, je suis en train de vous dire que le modèle économique doit évoluer. C'est pas évident. Bon, j'ai commencé en disant que l'ancien bâtonnier de Paris a dit qu'il fallait agir ça. J'ai commencé en me protégeant là-dessus. Ensuite, il faut fournir des réponses rapides. Aujourd'hui, vous j'ai expliqué ça, le Google quand vous faites aujourd'hui une communication, peut-être il faut que le service juridique, quand vous êtes une boîte, vérifie. Or, vous n'allez pas, si vous voulez poster un truc sur Instagram, sur Twitter ou autre, appeler le service juridique. Le service juridique peut dire oui, je vais faire une recherche. Une semaine après, va vous dire oui, c'est bon, tu peux ou pas le poster. Enfin, par rapport à la vitesse sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas de sens. Donc ces outils-là vont permettre aujourd'hui déjà de répondre beaucoup plus rapidement aux interrogations qu'on se pose dans une entreprise. Et puis, accompagner la compliance, Mme Collinet en parlera tout à l'heure, effectivement, c'est prendre en compte un certain nombre d'éléments dans l'entreprise et il va falloir pouvoir suivre l'ensemble de ces éléments-là. Et humainement, c'est pas simple, d'où l'avantage de passer par des outils. Voilà un petit peu pour vous expliquer c'est quoi, en gros, le juriste numérique, c'est quoi la legal tech, mais en pratique, il faut savoir faire quoi. Je vous dis, ok, les soft skills, il y en a des centaines, les business skills, il y en a des centaines, les digital skills, il y en a aussi des centaines, ça dépend du niveau de complexité ou de maîtrise de l'informatique que vous allez avoir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir faire? Et là, on a une chance, c'est que l'EDEC tout à l'heure, s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, parce qu'il est bien conscient que les décideurs de demain vont avoir affaire à ces juristes augmentés et regardent de très près ce qui est en train de se faire. Et en 2021, ils ont publié une étude faite auprès de 100 décideurs vraiment pointus autour des questions juridiques pour savoir quelles étaient justement les compétences attendues. Et donc, on a une étude complète. Je vous invite à aller voir directement sur le site de l'EDEC. Vous pouvez télécharger. Et je vous ai ressorti des éléments clés. Les éléments clés, c'est les 15 compétences pour être recruté dans ces métiers de juriste augmenté. Et vous le voyez, alors, quand il y a un petit cœur, c'est que c'est des soft skills. Quand il y a un petit éclair, c'est des business skills. Et quand il y a un petit circuit imprimé, je ne sais pas trop ce que c'est, bizarre, c'est des digital skills. Et on voit bien que les premières compétences qui sont attendues sont des compétences dites de soft skills, c'est-à-dire savoir gérer son stress, donner et recevoir des feedbacks, montrer des signes de reconnaissance et savoir l'exprimer, gérer les priorités en autonomie, donner et recevoir des directives, etc. Donc ça, c'est vraiment dans le registre des soft skills. Et ensuite, appréhender les enjeux business, donc ça, c'est comprendre l'entreprise dans laquelle on est. Donc là, on rentre dans les compétences dites business, savoir négocier aussi, c'est important pour un juriste augmenté. Et tout à la fin, on voit la partie technique. Et dans la partie technique, c'est rédiger de manière claire et maîtriser les traitements de texte, c'est pas très haut. Utiliser les outils de bonne pratique de confidentialité, extrêmement important. Respecter les règles d'usage de données électroniques, utiliser les outils de recherche, etc. Finalement, quand vous voyez ça, vous avez envie de vous dire, en fait, c'est pour intégrer, puisque c'est les compétences pour être recruté dans l'entreprise. Il faut essentiellement être un juriste. Je vous rappelle, les éléments de base, c'est vraiment être un juriste et avoir pas mal de soft skills, être assez avenant, ouvert à la critique, être curieux, etc. Oui et non. Parce que ça, c'est les compétences pour être recruté. L'élément qui, moi, me paraît le plus important dans cette étude, c'est la slide d'après. C'est les compétences pour progresser dans l'entreprise. Parce que c'est pas tout d'être recruté. Si c'est recruté pour être stagiaire ou pour être la petite main qui va effectivement bien taper sur son traitement de texte, parce que je vous rappelle, ça fait partie des compétences qui ont été évoquées, effectivement, si votre but c'est ça,
les compétences qu'on a évoquées tout à l'heure suffisent. Si le but c'est de progresser, alors il y a d'autres compétences à avoir. Et là, le schéma, vous l'avez vu, il est totalement différent. Sur les 15 compétences qui sont ressorties par les leaders qui ont été interrogés sur cette partie de compétences nécessaires pour progresser dans les entreprises, vous en avez sur les 15, 14 qui sont des compétences techniques, qui sont des digital skills. Les soft skills sont vus comme étant de toute façon des fondamentaux, sinon si vous n'aviez pas ça, vous ne seriez pas une entreprise. Pareil pour les business skills, vous devez les avoir, ça doit être partie de votre ADN. Maintenant, si vous voulez progresser vraiment dans le domaine, il faut aller plus loin, il faut vraiment maîtriser les outils numériques. Vous avez un ensemble d'éléments. Alors, dedans, vous avez des choses qui sont compliquées et d'autres qui le sont moins. Le premier, je trouve intéressant que ce soit ça en premier, identifier, tester en continu les nouveaux outils de la Legal Tech. C'est d'avoir conscience que les outils évoluent tout le temps et qu'il faut être en veille systématique et les tester et comprendre ce que ça peut impacter pour l'entreprise. Comment demain, ce nouveau outil, si je l'intègre dans l'entreprise, va nous faire gagner un temps infini, va nous permettre d'être plus performants par rapport à d'autres entreprises. Et c'est vraiment un des éléments clés, cette compréhension des outils, cette veille des outils pour pouvoir les intégrer dans l'entreprise. Après, bien sûr, vous avez un certain nombre d'autres éléments, d'utiliser les ressources de l'entreprise, les dashboards, le knowledge management et un certain nombre d'autres outils. Et moi, j'aime bien aussi le 11, c'est de déployer un outil selon une méthodologie de gestion de projet, parce que c'est bien d'avoir identifié un nouvel outil, c'est bien de voir le potentiel d'intégration dans l'entreprise que ça peut apporter, mais en pratique, il va falloir le mettre en place. Donc voilà un petit peu ces compétences-là qui sont attachées aux juristes augmentés. La question que moi je pose, bien sûr, ces compétences-là, on est conscient depuis un certain temps, ça fait partie de l'ADN de notre formation. Moi, ma question, c'est un peu, est-ce que le juriste augmenté est amené à devenir un métier d'avenir? C'est un peu perturbant de dire ça. Pourquoi? Parce que je pense que demain, un juriste aura ces compétences-là. La notion de augmenter, c'est aujourd'hui pour faire une distinction entre ceux qui, je dirais, prennent le train en marche et ceux qui sont encore un peu à l'ancienne. Et je vous l'ai dit, j'ai pris l'exemple des avocats, et il y a plein d'autres secteurs juridiques, il y a plein d'autres types d'entreprises sur lesquels on va être très réfractaire, et le changement dans cet univers-là va être peut-être plus difficile que dans d'autres. Je prends un autre exemple que je connais bien, une école que j'ai créée il y a quelques années, autour du web marketing. Il y a 10 ans, on parlait du web marketing, parce que c'était donner une dimension web à quelque chose qui était devenu un peu poussiéreux, à savoir le marketing. Aujourd'hui, on ne parle plus que de marketing. Dans le marketing, on intègre la dimension web. Et c'est un petit peu la même réflexion que j'ai sur le juriste augmenté. Demain, le juriste saura faire tout ça. Il ne sera pas augmenté, ce sera ça un juriste. Et les juristes à l'ancienne, ils seront plus là, ils seront au chômage ou partiront à la retraite. En tout cas, ce n'est pas cette voie-là qu'il faut suivre. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce juriste augmenté, sur ces nouveaux termes qui arrivent et sur ces nouveaux métiers, en tout cas ces nouvelles tendances lourdes qui arrivent dans les métiers de juriste. Nous arrivons à la conférence de Madame Julia Collinet, qui va se présenter. Elle est membre du comité pédagogique de l'ESMD et est enseignante à l'ESMD auprès des étudiants de Master 1 et 2 en compliance. Merci Julia. Ça va. Alors, je vais vous parler Alors, je m'appelle difficile de commencer une conférence à 10h. N'hésitez pas à m'interrompre et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Je m'appelle Julia Collinet et moi je suis Data Protection Officer. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Alors, c'est une personne que vous allez rencontrer de plus en plus en entreprise, c'est la personne qui est en charge de s'assurer que l'entreprise protège les données personnelles et respecte tous les droits autour de la donnée personnelle.
Et en fait, au lieu de vous faire une introduction à mon cours, puisque bon, j'imagine que vous serez obligés de toute façon d'y aller, donc peu importe, je ne vous en prie pas, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire une conférence sur un sujet dont on parle pas mal mais qu'on ne comprend pas trop, qui est RGPD et métavers. Donc RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Et le métavers, on va le définir un peu. Et donc, mon sous-titre, c'est comment protéger les données personnelles dans ce nouvel univers. C'est un titre que j'ai donné au mois d'août à Eric. Et en fait, en refaisant cette présentation, j'ai trouvé que mon sous-titre était particulièrement mauvais. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi ce sous-titre est mauvais selon vous? Pardon? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Exactement. En fait, c'est vraiment, je me suis dit, je vais parler d'un sujet nouveau alors que c'est pas vrai. Mais je pense que c'est un sujet qui quand même évolue. Le terme métavers est de plus en plus présent et en fait aujourd'hui pour vous ce n'est pas un atout de le maîtriser, c'est une base. Et en fait je pense que ce qui est intéressant aussi, enfin une qualité que vous devez avoir aujourd'hui dans les soft skills, on en parlait, c'est d'être curieux. Il ne faut pas avoir peur de ces termes, il faut prendre le temps de réfléchir. Et si j'avais pris 5 minutes au mois d'août pour réfléchir, j'aurais pas écrit ce sous-titre. J'aurais juste dit RGPD métavers. Mais bon, on apprend tous au même moment. Donc déjà, si on commence avec des définitions, qu'est-ce que le RGPD? Est-ce que vous en avez entendu parler? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dedans? Alors, moi, je peux vous donner la réponse que les personnes avec qui je travaille me donnent, c'est « Ah, c'est la bannière cookies, ça m'énerve trop ». Donc, c'est pas vraiment… La bannière cookies, c'est ce qu'on voit en fait sur un site internet, c'est ce qui apparaît la première fois qu'on va sur le site. Acceptez-vous les cookies? Oui, en très très gros comme ça. Et ensuite, en tout petit, si on a une loupe, non, continuez sans accepter ou ne pas accepter les cookies. Si c'est sur la première page. Donc oui, effectivement, la gestion des cookies, ça fait partie du RGPD. Le RGPD, c'est un règlement européen qui est entré en application en 2018. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2018, on a reçu énormément de mails de sites internet disant « Ah, au fait, maintenant, on va vous expliquer comment on traite vos données. » Puisque, en fait, avant, en France, on avait une réglementation sur la protection des données, mais qui s'appelle la loi informatique et liberté. Et en fait, les sanctions étaient tellement faibles que pour une entreprise, ça coûtait moins cher de se dire on va payer l'amende si on se fait contrôler, à part pour des données de santé, que se mettre en conformité. Donc finalement, avec le RGPD, où maintenant on a jusqu'à 4% du chiffre d'affaires et des amendes, notamment avec Google à 50 millions d'euros, bah, on se rend compte que c'est peut-être plus intéressant de mettre un petit budget pour avoir un DPO et une petite équipe. Et le métier, c'est comme ça que le métier de DPO a été créé, c'est vraiment avec ce règlement. Quand est-ce qu'on applique le RGPD? C'est assez intéressant parce qu'en fait, on va appliquer le RGPD lorsqu'on a un traitement de données personnelles. Donc des données personnelles, c'est ce qui se rapporte à une personne physique. Donc par exemple, si vous dites Julia Collinet parle devant vous à 19h à l'ESMD et essaye de garder tout le monde réveillé, ça, c'est une donnée personnelle. En fait, on sait bien que c'est Julia Collinet qui a fait toutes ces actions. Mais on peut aussi deviner qui est la personne derrière. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire que par exemple, si vous trouvez un numéro de carte vitale, là vous dites ouais mais c'est juste un numéro, c'est pas une donnée personnelle. Mais en fait si, parce qu'avec ce numéro, si on le croise avec d'autres informations, on sait qui est la personne derrière et en plus potentiellement on a accès à tout ce dossier médical. Donc en fait les données personnelles sont partout et les entreprises en collectent énormément. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le RGPD en fait encadre tous les traitements de données personnelles dans l'Union européenne, que l'entreprise soit située dans l'Union européenne ou pas. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on a une entreprise qui est aux États-Unis et qui va vendre des produits ou des services aux citoyens de l'Union, va pas pouvoir dire ah non mais je suis aux États-Unis, j'applique pas. Bon après, vous me direz, il y a des entreprises en France qui n'appliquent pas parce qu'ils disent ah non moi je suis trop petit, j'applique pas, ou je le ferai demain ou je le ferai plus tard. Bon. Dès qu'on va vendre des services ou des biens dans l'Union européenne, on doit appliquer ce règlement. Et évidemment, si l'entreprise est déjà située dans l'Union européenne, elle applique le règlement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Est-ce que vous êtes encore intéressés? Bon, du coup, on va passer à qu'est-ce que le métavers, pour être sûr que j'ai bien tout le monde et pour être sûr qu'on soit tous d'accord sur la définition. Déjà, est-ce que le métavers, ça appartient à Meta? Meta qui a été, ancien, nouveau nom de Facebook. J'ai entendu un oui. Bah non. C'est un terme qui a été créé en 1994 par un auteur de science-fiction. Alors après, est-ce que c'est un coup de publicité génial de cette renommée Meta? Oui, évidemment. Mais est-ce que peut-être que Meta va devenir dominant sur le marché du métavers? C'est possible. Mais peut-être qu'un jour, Meta, ce sera le métavers de Facebook. Maintenant, Meta, anciennement Facebook, possible. Mais pour l'instant, métavers, c'est beaucoup plus large. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples de métavers que celui de Meta? Même des vieux métavers? Ouais, moi j'ai connu Second Life aussi. Donc Second Life, c'était parmi les premiers métavers en fait. Second Life, c'est quand on se créait en fait un personnage en ligne. Et c'était assez drôle, il y avait des blagues, notamment dans ce Big Bang Theory, qu'on crée des personnages qui étaient beaucoup mieux que ce qu'on était dans la vie réelle, ou des personnages exactement identiques que ce qu'on avait dans la vie réelle. Ça, c'est en fait, les jeux vidéo ont aussi beaucoup amené la culture du métavers, parce qu'en fait, aujourd'hui, un métavers qui est extrêmement connu, c'est Roblox. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, je vois quelques têtes qui se hochent. Donc, qu'est-ce qu'on considère être un métavers? Moi, j'aime bien cette définition parce que je la trouve simple. Déjà, on a un espace numérique. Le métavers, ça ne fonctionne pas avec du papier, il faut qu'on communique de manière numérique, ça ne fonctionne pas avec le Minitel. Voilà, on a Internet, on a un ordinateur. Ensuite, ce qui est important, c'est que c'est un espace partagé. C'est-à-dire que moi, quand je joue aux Sims toute seule, c'est pas un métavers. Il faut que ce soit un espace partagé avec d'autres utilisateurs. Il faut que j'ai une connexion avec d'autres personnes. Et ensuite, le dernier critère qui fait qu'on est vraiment dans un métavers, c'est un espace immersif. On rentre dans un univers. On n'est pas juste sur une messagerie. En fait, c'est vraiment ce qui va différencier votre messagerie, qui est au final un espace numérique et un espace partagé, avec un métavers, parce que je ne suis pas dans une immersion quand je suis sur WhatsApp. C'est sympa, c'est hyper facile d'utilisation, mais je ne suis pas immergée dans un monde parallèle. Donc, ensuite, chaque entreprise va avoir un petit peu sa définition du métavers. Donc, par exemple, ça peut être complété par de la réalité augmentée, de la R ou de la VR, de la réalité virtuelle. Par exemple, Meta, si on reprend Meta de Facebook, le casque Meta pour rentrer dans le métavers, c'est de la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est lorsque vous avez des informations, des petits personnages qui arrivent dans votre réalité. Donc, par exemple, quand à un moment on parlait des Google Glass, ça paraît un projet qui est complètement mort, mais en fait, on pouvait voir les petits SMS apparaître dans la Google Glass. Bon, finalement, ça s'est pas avéré être un bon succès, mais c'était un exemple de réalité augmentée. Un autre exemple de réalité augmentée, c'est à un moment avec la Switch. Non, c'était pas la Switch. C'était une console. On avait des cartes et ça nous permettait d'avoir des petits personnages si on filmait dans la Switch. C'est génial. Est-ce que c'est clair? Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi finalement mademoiselle ou madame avait raison en disant que finalement c'est pas du tout un nouvel univers? Par contre, on se pose des questions peut-être aujourd'hui qu'on ne se posait pas du temps de Second Life. On va se poser beaucoup de questions au niveau des données personnelles. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être juste faire une aparté. Moi, je ne vais pas parler de NFT et de Web3. Est-ce que vous savez ce que c'est? En fait, les NFT et le Web3, je pense qu'on pourrait dire que c'est peut-être une étape supplémentaire en métavers, ça fonctionne souvent ensemble. C'est comment est-ce qu'on peut avoir une propriété dans cet espace immersif. Donc ça va être des non-fungible tokens et ça va être des actes de propriété qu'on pourra s'échanger. Et par exemple, des NFT, ça peut être, voilà, je suis dans mon espace, j'ai un jeu, et par exemple, dans ce jeu-là, je peux avoir des affaires Gucci. Je peux acheter un NFT et au final avoir ces affaires Gucci. Je peux ensuite les échanger avec d'autres personnes. Au niveau des données personnelles, ça pose beaucoup moins de problèmes, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette recommandation. Par contre, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir beaucoup de soucis de données personnelles? C'est parce qu'on a un espace immersif.
plus un espace est immersif, plus ça nous ressemble, plus on se sent plongé dans un univers, plus potentiellement c'est qu'on a collecté de la donnée pour nous proposer des situations et des objets qui nous intéressent. Et ça, évidemment, ça a des impacts, on ne peut pas le faire n'importe comment. Donc, métavers et vie privée. Déjà, les premières questions qu'on m'a posées parce que je travaillais sur un métavers il n'y a pas très longtemps, c'est mais est-ce que vraiment, Julia, est-ce que vraiment on collecte de la donnée personnelle? Ça, c'est toujours, quand on travaille dans la protection des données, c'est la première question qu'on vous pose, et vraiment avec tout ce dédain de vraiment, est-ce qu'on collecte de la donnée? Alors, c'est vrai que dans plusieurs métavers, on n'est pas obligé de mettre son nom de prénom ni adresse email. Donc là, on peut dire, finalement, c'est complètement anonyme. Je peux mettre Bérangère Krief, je peux mettre une adresse email qui n'a rien à voir. Et voilà, je crée mon avatar. Cet avatar, il n'a rien à voir avec moi. D'ailleurs, j'ai mis un homme alors que je suis une femme. J'ai mis quelqu'un qui réussit extrêmement bien dans la vie, peut-être que dans la vraie vie, c'est pas vrai. Bon, on ne peut pas me retrouver. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a créé un profil anonyme que finalement on est complètement anonyme. D'ailleurs, il y a souvent ce principe qu'on n'est jamais vraiment anonyme sur Internet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on va donner des informations sur nous, notamment en jouant dans cet espace immersif, plus potentiellement ça va nous identifier. C'était ce qu'on disait sur par exemple le numéro de sécurité sociale, c'est qu'en fait le numéro tout seul ça ne veut rien dire, mais si le numéro si on le croise avec des informations, on peut retrouver qu'il y a la personne derrière. Et en fait, plus je vais donner d'informations, plus potentiellement je vais pouvoir donner d'informations sur qui je suis vraiment. Donc on a des données personnelles dans le métavers, même si on n'a donné aucune information au début sur mon prénom, adresse email. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous intéresse toujours? J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un me dise non et je ne sais pas quoi faire. On arrête. On fait un vote. Qu'est-ce qui va se passer pour des personnes comme moi qui travaillent dans la protection des données? En fait, je vais me retrouver dans une grande difficulté, puisque en fait, un espace immersif, c'est aussi souvent un espace sans frontières. C'est-à-dire que c'est pas intéressant d'avoir un métavers France, un métavers Italie, un métavers États-Unis. Ce qui est fun, c'est de se dire mais je peux parler à des personnes qui sont à l'autre bout du monde et sans frontières et sans avoir à se déplacer. En plus, bon, c'est plus écologique, on ne prend pas de jet privé. C'est vraiment, a priori, ça a que des bénéfices. Et du coup, ce qui fait que pour des personnes comme moi, je vais me dire, mais en fait, quelle loi j'applique? Parce qu'on a parlé du RGPD. On a parlé que le RGPD s'appliquait soit si j'ai une entreprise en Europe, soit si je m'adresse à un public européen. Mais en fait, on a plein de législations sur la protection des données qui ont les mêmes principes. Donc en fait, si je m'adresse à un public chinois, je vais appliquer une autre règle. Si je m'adresse à un public vietnamien, je vais appliquer une autre règle. Et a priori, mon métavers, il va s'appliquer à tout le monde. Donc je vais me retrouver avec une multitude de législations à appliquer. Et ça, en fait, pour moi, ça va être vraiment compliqué. Parce que déjà, je vais devoir lister toutes les législations qui s'appliquent. Et en plus, après, je vais devoir transformer ça en conseils pratiques. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on va faire pendant le cours. C'est-à-dire qu'au départ, on va commencer avec du RGPD, mais ensuite, moi, au fur et à mesure, je vais augmenter la difficulté et je vais vous saupoudrer un peu de PL en Chine. Je vais vous donner du CPRA, du CCPL aux États-Unis. Et vous allez voir que ça va être difficile. Ça va pas être facile et c'est vraiment un sujet qui est compliqué et qui aujourd'hui nous rend perplexes toujours, puisqu'en plus, l'avantage de la protection de données, c'est qu'on a l'impression qu'on aura toujours du travail parce qu'en fait, les lois augmentent, sont de plus en plus compliquées, sont de plus en plus nombreuses. Voilà. Est-ce que c'est clair? En fait, ça ne l'est pas, mais... Bon, alors, je voulais juste vous faire un petit topo sur quelques exemples d'obligations qu'on doit prendre en compte. Donc, par exemple, on a une obligation... une obligation d'information dans nos utilisateurs. Alors en fait, ça, c'est des obligations qui sont globalement valables dans toutes les législations de protection de données aujourd'hui. Là, vraiment, c'est un petit peu le corps. Donc, information. On doit informer nos utilisateurs sur quelles sont les données qu'on collecte, dans quel but. Par exemple, si on est vendu aux États-Unis, on doit aussi expliquer si les données sont vendues ou pas et donner autoriser un mécanisme pour ne pas qu'il y ait cette vente.
Ensuite, on a tout ce qui est accès et portabilité. Donc, le droit d'accès, c'est que vous et moi, des employés, des clients, tout le monde, on peut aller voir une entreprise et dire voilà, je vais avoir accès à toutes les données que vous avez sur moi. Ça, mais vraiment, un jour, faites-le, c'est assez drôle, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte du nombre de données, de la quantité de données qu'une application ou qu'une entreprise a sur nous. Moi, par exemple, je l'avais fait pour un site de rencontre où en fait, je me suis retrouvée avec toutes les conversations que j'avais envoyées et en fait, j'étais monstrousement gênée de ce que j'avais pu dire. Et je me suis rendu compte d'un nombre de personnes à qui je l'ai parlé. En fait, je passais des heures sur cette application. C'est terrible. Et du coup, faites-le avec une entreprise. Vraiment, je vous le conseille, c'est assez génial. Ensuite, on va avoir des problématiques de portabilité. Alors, la portabilité, c'est aussi un concept qu'on va avoir ensemble, c'est le fait de pouvoir transmettre dans un format lisible machine des données d'une entreprise à une autre. Donc là, vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est normal. Donc ensuite, je vais vous donner un exemple pratique. Je parle avec vous comme je fais avec mes opérationnels. Vous prenez Spotify. Imaginons que Deezer a une super offre. Mais vous avez mis des années à faire votre playlist sur Spotify. Elle est parfaite. Il y a la playlist pour le sport, la playlist pour la soirée années 80, la playlist pour la soirée entre femmes, la playlist pour les débuts de soirée, la playlist pour la fin de soirée. Vous n'allez pas recommencer. C'est pas possible. Il y a eu trop d'heures dedans. Donc en fait, vous pouvez exercer votre droit à la portabilité pour dire voilà, je veux que toutes mes données, dont mes playlists, soient transférées de l'un à l'autre. Et que je puisse profiter de cette super offre que ferait Deezer. Ce qu'ils ne font jamais, parce qu'ils resteront toujours compétiteurs comme ça. Sinon, c'était le cas aussi lorsqu'en fait on pouvait changer d'opérateur sans changer de numéro de téléphone. Ça aussi, c'est un droit à la portabilité. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait un droit à la portabilité sur le métavers? En fait, si vraiment vous avez été dans plusieurs métavers, vous voyez que Roblox, c'est des petits carrés, c'est très mignon, ça ressemble un peu à Minecraft. Et vous avez des métavers comme celui de Mark Zuckerberg, où là, c'est vraiment assez proche de la réalité. Mais comment est-ce qu'on va transférer ces données d'un métavers à l'autre? Comment est-ce qu'on va autoriser que tous les petits vêtements que j'ai achetés sur un métavers puissent ressortir dans l'autre? Ça, aujourd'hui, moi, ça me semble impossible. Je ne vois pas comment techniquement c'est possible. Et honnêtement, je suis vraiment intéressée de voir à l'avenir si un jour on a une condamnation d'un métavers qui n'a pas autorisé le droit à la portabilité. Donc en fait aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce cours, moi je ne sais pas tout. Je me pose des questions aussi, je suis curieuse. Et finalement, je vous encourage aussi à participer à cette réflexion. Et parfois, pendant mon cours, on a eu des réflexions, mais tellement longues sur est-ce que la CNIL est hypocrite. Donc la CNIL, c'est l'autorité de protection de données en France, lorsqu'elle donne tel avis. Et finalement, moi je ne vous demande pas de boire mes paroles, mais je vous demande vraiment de réfléchir et de prendre position. Droit à la rectification, comment modifier des informations erronées, c'est aussi quelque chose qu'on verra. Et droit à la suppression des données, on a aussi un droit de supprimer ces données. Et encore une fois, je vous encourage à le faire lorsque vous n'utilisez plus des sites internet, de demander la suppression parce que potentiellement ils ne le font pas et vos données sont conservées 5 ans, 10 ans, et, alors que vous n'utilisez pas un service. Enfin, c'est bénéficial que pour eux et pas du tout pour nous, et ça ne nous protège pas. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez supprimé vos données? Supprimer, c'est pas juste faire opt-out à une newsletter, c'est vraiment écrire au DPO pour supprimer la donnée. Bon, j'espère que vous prêtez pour un site internet au moins. Enfin, et c'est le dernier point que j'aimerais aborder, c'est un point hyper important dans le cours que je donne, c'est la sécurité des données. Parce qu'en fait, c'est très bien de faire des mentions d'informations, c'est hyper bien de donner la possibilité de supprimer les données, mais si les données ne sont pas sécurisées, on n'a pas protégé la vie privée des personnes. Donc, quels sont les risques dans le métavers dans lesquels on doit faire face? Donc ça, encore une fois, comme c'est un sujet qui est assez nouveau, finalement, les nouveaux métavers sont en train de se créer, même si le concept de métavers est ancien, c'est des sujets sur lesquels on travaille encore et on est encore en train d'améliorer les bonnes pratiques. Donc déjà, les failles dans les systèmes, donc par exemple la réalité virtuelle, on utilise des nouveaux objets, la réalité augmentée aussi, potentiellement il y a des failles dans les codes, dans les machines, qu'on n'a pas vu, et donc elle peut être victime d'attaque. La fraude, alors ça, la fraude sur Internet, compliqué à traquer, compliqué de mettre des barrières pour l'empêcher. Alors la fraude, ça peut arriver lors de transfert de NFT. Il y a des personnes qui se font voler leur NFT, qui perdent tout leur argent.
Ça peut être des fausses levées de fonds aussi, parce que j'ai vu des projets de métavers qui font des levées de fonds et en fait jamais rien n'arrive. La personne part avec l'argent. La fraude aussi, ça peut être quelque chose qu'on a vu dans Second Life où comme en fait des personnes qui ont une population, enfin prennent des pseudos, elles peuvent aussi extorquer de l'argent à des personnes un peu vulnérables. Et justement, en fait, comme en fait on a potentiellement beaucoup de faux profils, on a aussi des potentiels de vol d'identité. Donc par exemple, une personne peut prétendre être quelqu'un d'autre et agir en son nom. Et ensuite, on a des risques accrus de phishing. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le phishing? Est-ce que vous avez reçu un SMS d'Amélie récemment? Amélie qui nous demande de changer notre carte vitale. Donc ça, c'est un phishing. Ça, c'est un phishing extrêmement dangereux, puisque j'imagine que plein de personnes ont cliqué, mais c'est qu'en fait, on va vous envoyer un message, on va communiquer avec vous, et en fait, pour vous demander des informations, donc que ce soit directement des coordonnées bancaires, ou alors des identifiants mot de passe qui permettront à la personne d'entrer sur le site internet. Donc ça, potentiellement, plus on est dans l'immersion, plus on peut avoir des réseaux phishing. Et c'est vraiment, fut un temps, je pense que c'était facile de déceler des phishing. Maintenant, en entreprise, on fait vraiment des formations extrêmement longues pour essayer de voir toutes les attaques de phishing, parce qu'en fait, elles sont de plus en plus sophistiquées. Il n'y a plus 40 fautes d'orthographe, il n'y a plus un objet bizarre. Une autre attaque de phishing en ce moment, c'est un avis de dépôt à la poste, et en fait, il y a un QR code. Et si on scanne le QR code, on est sur un faux site de la poste. Et si on rentre nos identifiants de la poste, les personnes recueillent ces informations et disent « Tiens, je peux aller sur les comptes ». En plus, c'est d'autant plus simple qu'on va toujours vous donner le même conseil que vous n'allez jamais respecter, moi non plus. C'est qu'en fait, normalement, c'est un mot de passe par site internet. Ce qui permet de limiter, si par hasard vous avez donné votre mot de passe et votre identifiant par erreur, qu'une personne malveillante puisse aller sur tous vos comptes. Je sais que personne ne le fait, mais en théorie, c'est ce qu'on devrait faire. Et donc voilà, c'est la fin de cette intervention. J'espère vous avoir donné un peu de curiosité sur le sujet de protection des données et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à un sujet un peu rigolo. Si vous êtes parmi vous déjà inscrit ou pas à l'ESMD en maîtrise. Voilà. Donc, nous arrivons au terme de cette première série de conférences. Comme le président doyen vous a dit, il va y avoir également d'autres conférences tous les mois, les jeudis du mois, sur plein de domaines. Et je ne sais pas si parmi vous, d'autres, il y a déjà des inscrits ou non inscrits ou en attente d'inscription. Madame Nassera Djabour, ici présente, vous attend à la sortie si vous avez besoin de poser des questions, avoir des renseignements. Je vous annonce que la rentrée officielle des classes à l'ESMD aura lieu le vendredi 30 septembre. Pour les premières années B1, B2, ça sera à 9h30 et les Master 1 et Master 2 à 14h. Dernière information pratique, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui hésitent et qui aimeraient prendre encore un peu de temps, nous avons une session, ça sera la dernière session de recrutement et de sélection pour les entrées en B1, B2 et M1, parce que nous avons clôturé les inscriptions pour M2. C'est le samedi 17, donc c'est ce samedi-là, il y a une session le matin à 10h, une session l'après-midi à 14h. Pour celles et ceux qui ont suivi la session de juillet, c'est exactement sous la même forme. Donc cet entretien sera réalisé par un membre du comité pédagogique et vous aurez les résultats de cet entretien, si vous êtes oui ou non admis, dans les 48 heures au plus tard, lundi ou mardi, après la réunion du comité pédagogique. Donc je vous remercie très sincèrement de votre présence, où ces ponts sont compliqués pour se déplacer dans Paris et assister comme ça à des conférences dont au départ on ne sait pas trop combien de temps elles vont durer. Je vous remercie également pour celles et ceux qui n'ont pas laissé leurs coordonnées et qui souhaitent recevoir, qui ne sont pas inscrits à l'ESMD, des informations sur tout ce que nous faisons à l'ESMD, de prendre attache auprès de Mme Djabour. Et pour ceux qui continuent à l'ESMD, qu'on aura le plaisir de revoir dès la semaine prochaine, au nom de toute l'équipe pédagogique,
Je vous souhaite une excellente soirée.